Merci beaucoup. Le changement de décor étant effectué. Merci Stéphane d'accepter de prolonger un petit peu cette discussion avec nous. Et du coup, j'en profite pour vous adresser quand même une première question de réaction. Pourquoi interpréter, dire ce texte sur une scène de théâtre? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? D'abord, on l'a tous entendu, ce texte, je pense qu'il ne vieillira jamais. On a parlé avec Caroline à l'instant, il ne vieillira jamais. J'aimerais qu'il vieillisse, en fait, en réalité. J'aimerais qu'on puisse faire comme les Moutazilites ont fait, c'est-à-dire de penser que la raison va effacer tout ça. Je crains que ce soit difficile, en tout cas très long. Et c'est pour ça qu'il faut le dire, et c'est pour ça qu'il faut avoir le courage et l'audace et la puissance de l'écriture de Richard, de faire entendre ces mots. Pourquoi? Parce que nous aussi, et tu le dis très bien, nous les artistes, les créateurs, ou simplement les interprètes, on a une responsabilité à jouer. Et puis ce que j'entends, ce que je vois, ce qui se dégage sur tout ce texte, pour moi, en tout cas de mon point de vue, vous allez en parler plus politiquement, c'est la force et la puissance du mot, du langage. C'est-à-dire ce qui crée le malentendu et le dommage à ce point où nous en sommes aujourd'hui. C'est cette manière, finalement, de savoir être infidèle à ce qu'on a reçu pour en être le mieux fidèle, mais en restituant ce qu'on a reçu et en ne le trahissant pas. C'est ce que tu dis dans ces lignes. Pour moi, c'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me rends compte d'ailleurs que depuis quelques années, je joue essentiellement, j'écris essentiellement des textes qui parlent de transmission, parce que ça parle au fond de cet usage de la langue et du mot qui ne doit pas se perdre, mais de choisir ces mots et de savoir les dire et d'avoir le courage de les dire. C'est pour ça que je suis très fier. Moi, je suis très fier d'avoir à dire ton texte. Et je suis très fier aussi de siéger avec ces personnalités que j'apprécie énormément, qui sont des amis, en tout cas pour Caroline, mais c'est très important. C'est très important de... Et puis je conclue rapidement, on dit aussi que la culture a été très longtemps, depuis, je ne vais pas nommer le nombre d'années, mais le parent pauvre de notre société. On n'a pas mesuré combien nous avions une responsabilité, combien il fallait accorder une priorité à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on en paye assez cher de prix. Merci beaucoup. Richard Malka, avec ce texte, donc, vous signez une plaidoirie brûlante pour la liberté d'expression, pour la liberté de penser, et puis tout de suite, en introduction, vous nommez votre accusé, la religion. Pourquoi, selon vous, a-t-on tant de mal aujourd'hui à nommer la religion comme cause, notamment de cette tragédie de Charlie Hebdo? Bon, alors d'abord, je peux nécessairement dire que je suis très ému de tout ça, très ému d'entendre vos applaudissements, parce que quand on plaide en général, on n'est pas applaudi, on n'est même jamais applaudi. Là, il y a le dernier mot, et puis après, il n'y a plus rien, et c'est sympa d'être applaudi en fait. Je suis trompé de métier, ben voilà. Ensuite, parce que, évidemment, ça me replonge dans ces mots, dans ce moment, devant cette cour d'assises, avec mes copains de Charlie derrière moi. Et c'est très bouleversant. C'était un moment fort, c'était un moment plus agréable à vivre pour moi que ma première plaidoirie qui était vraiment douloureuse. Même si, pas de chance, on était au mois d'octobre, mais il faisait 30 degrés, j'avais ma robe d'avocat, moi je plaide debout et on s'emporte un peu et que j'ai fini un peu comme Johnny Hallyday, totalement dégoulinant. Mais c'est surtout émouvant de t'entendre, Stéphane, parce que je redécouvre, c'est très étrange, mais en fait, je redécouvre mon propre texte, qui, après l'écrit, revient à l'oralité, ce qui était son origine. Il y a quelqu'un dans le procès que je crois que tu connais un peu, je la cite, Delphine Arviller, qui a été mon témoin, et je l'interrogeais sur cette vision littéraliste, et elle me disait, mais au fond, ça n'existe pas le littéralisme. Toute lecture est une interprétation. Si vous, madame, je lisez un texte, et vous aussi, vous ne le lirez pas de la même manière. Vous ne comprendrez pas la même chose. Vous n'avez pas le même parcours, vous n'êtes pas du même endroit, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Et donc, quand on nous vend une absence d'interprétation littéraliste, c'est faux. Toute lecture est une interprétation. Et donc, ta lecture est une interprétation qui est différente de la mienne. Mais absolument. Mais j'adore ça.
Et je redécouvre et je découvre autre chose. Et puis je vois aussi les failles de mon texte, là où j'aurais peut-être dû faire autrement, là où parfois je me dis en fait c'est pas mal ce que j'ai écrit. Donc c'est assez merveilleux de t'entendre dire cela. Maintenant je vais pouvoir répondre à ta question que j'ai déjà oubliée. Non. Pourquoi c'est difficile de nommer la religion? Pourquoi c'est difficile de nommer la religion? C'est tellement difficile que je tournais autour, y compris dans ma première plaidoirie. C'est tellement difficile. C'est Omar Youssef Souleiman qui est venu dire, mais en fait, c'est plus compliqué en France de parler d'islam qu'en terre d'islam. Parce qu'ici, il y a une culpabilité, il y a un passé colonial, il y a la peur d'offenser ce qu'on nous présente comme les damnés de la terre. Il y a une chape de plomb, en fait. Et puis, il y a la peur physique. Il y a la peur qu'on peut comprendre, d'avoir des problèmes, de finir sous protection judiciaire, d'être menacé, d'être éventuellement policière, pardon, d'être éventuellement de voir arriver des gros ennuis. Et puis il y a la peur de la mort sociale, de l'accusation d'islamophobie. Donc ça fait beaucoup. Et donc en général, on fait des circonvolutions, on ne nomme pas, on ne sait d'ailleurs pas comment nommer. Alors c'est marrant, hein, mais c'est systématique. Hein. À chaque fois qu'un homme politique en parle, c'est islamisme, non intégrisme, non fanatisme, non. En fait, on ne sait pas. Et on ne sait pas aussi parce qu'on ne connaît pas. Il y a très peu d'enseignements historiques sur les religions. Donc on a du mal à parler de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on n'a jamais étudié. Il y a une absence de connaissance, il y a une peur qui s'est installée et ça nous tue. Et donc cette plaidoirie, j'avais décidé de briser ce tabou-là. Parce qu'en fait, c'est ce que fait Charlie Hebdo. C'est briser les tabous, briser les sacrés. Et je leur donnais ça. Merci beaucoup. Caroline Fourest, je me tourne vers vous maintenant. J'aimerais vous faire réagir. Richard Malka cite dans son œuvre cette phrase de Voltaire. Il est honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas. Aujourd'hui, notamment sur ce sujet de défense de la laïcité, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de débattre sereinement dans notre pays? La preuve, on est là, regardez, on est assez serein dans notre genre. Mais surtout, j'avais envie de vous dire que moi aussi, évidemment, ça m'a fait tout drôle de réentendre ce texte d'une autre voix. Moi qui ai l'habitude d'entendre la voix de Richard et qui ai encore dans l'oreille la voix de Richard, notamment lors de l'affaire des caricatures. Et donc, je faisais des allers-retours entre le ton que je connais de Richard et la façon dont tu l'as porté, Stéphane. Et c'était très agréable de découvrir de redécouvrir sa force, sa limpidité. Je suis persuadée que ce texte va rester pour des générations, même si j'ai envie de croire qu'il ne sera pas nécessaire aux prochaines générations. Mais il y a une chose que je sais, c'est que effectivement aujourd'hui, la liberté de pensée, d'expression, a besoin d'avocats. Et que cette liberté ne peut pas trouver meilleur avocat que Richard. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Parce que dans ces combats qu'on a menés côte à côte et depuis tant d'années, d'ailleurs, généralement, je ne comprends pas pourquoi on est dans la même pièce, parce que quand je sais que Richard est quelque part, moi, je sais que je peux être en congé. et c'est que ça qui est agréable dans tout ce qu'on a traversé, c'est qu'il y a toujours eu la joie de cette façon de combattre, d'être avec des gens qui sont lumineux, d'être avec des gens qui sont intelligents, qui ont cette générosité, parce que dans le texte de Richard, il y a la générosité, de la clarté de l'énonciation, de l'envie de raconter, de l'envie de, par la connaissance, justement, combattre l'ignorance, par une grande intelligence, combattre la bêtise, et par le recul, et par cette liberté de penser, de combattre ceux qui ont peur de penser. Et c'est très agréable et c'est très lumineux, en fait, d'être entouré de gens qui ont ça en eux, qui ont cette force et cette énergie. Donc c'est possible de parler laïcité avec des gens apaisés et intelligents, et en même temps, évidemment, on cherche par tous les moyens une façon de toucher ceux qui n'ont pas cette envie, qui n'ont pas ce désir et qui n'ont pas cette paix en eux.
Et ça, c'est un chemin évidemment difficile, parce qu'il y a tout à faire pousser en face pour qu'on puisse se rejoindre quelque part. Et la chose dont je suis le plus fière aussi, depuis le pire qu'on a traversé, depuis les attentats qui nous ont tous marqués à vie et qui sont des douleurs qui ne fermeront jamais à l'intérieur de nous, souvent je me dis, mais des fanatiques, des intégristes, des bas de plafond, des gens qui ont ni le sens de l'humour, ni de créativité, ni de liberté de penser, il leur arrive un événement, il leur arrive une tragédie, ils deviennent encore plus méchants, ils deviennent féroces, ils ne sèment rien de positif, ils ne sèment que plus de morts, plus de violence. Et la chose dont je suis le plus fière, c'est que tous les gens qui ont été impactés par les attentats de Charlie Hebdo, qui étaient juste à côté de l'obus, du missile, du drame, ils ont fait fleurir des livres, des plaidoiries, des films, des romans, des journaux. Et c'est ça l'esprit en fait de Charlie Hebdo, c'est ça la beauté des gens lumineux, c'est que même quand ils sont frappés, ils brillent encore plus fort. Et c'est ce qui nous porte, et je suis persuadée qu'à la force de briller très très fort, à plusieurs, on finira bien par éclairer 2 ou 3 connards. Henri Pénard-Ruiz, c'est maintenant vers vous que je me tourne. À l'exception faite de ce soir, donc vraisemblablement, la laïcité semble rester quand même un irritant dans le débat public, alors que pourtant c'est un des piliers de notre République depuis la loi de 1905. On a du mal à établir un consensus, notamment sur sa définition. Pourquoi ? Et puisque vous en avez écrit même un dictionnaire, il me semble, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de la laïcité qui fait tant de débat aujourd'hui ? Je vais essayer, mais je ne peux pas entrer tout de suite au cœur des choses sans dire mon émotion et mon admiration. Je suis à côté de 2 personnes qui risquent leur vie tous les jours pour défendre ce qui nous est cher, la liberté de choisir sa conviction spirituelle, l'égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques, la consécration de l'État au seul intérêt général, au bien commun, la laïcité. Et me trouver à côté de Caroline et de Richard, qui ont risqué leur vie pour défendre l'émancipation laïque. Il faut parler d'émancipation. C'est un mot latin, mancipium, qui désignait le domaine paternel. Et à Rome, quand le père de famille estimait que son jeune homme, que les femmes n'avaient pas trop voix au chapitre, on était dans le patriarcat, pouvait voler de ses propres ailes, était majeur, il lui permettait de sortir du mancipium. Ex-mancipation, la sortie de la dépendance. C'est cela, la laïcité. Je voudrais essayer d'en donner une définition, ça m'a été demandé par Charlotte, mais je suis tellement ému d'être à côté de vous et d'avoir entendu ce texte absolument génial qui nous transporte, non pas dans le Dieu, l'enthousiasme, mais qui nous transporte dans le meilleur de l'humanité, le pari de la culture, le pari de l'intelligence, l'audace de la pensée contre ceux qui ne veulent pas de pensée, d'intelligence et de culture. C'est une magnifique plaidoirie qui m'a littéralement bouleversé. Alors maintenant, les mots que je vais prononcer, je vais les trouver un peu fades, mais j'espère qu'ils ne le seront pas. Qu'est-ce qu'un pays laïque ? Je vais être très simple. Un pays laïque, c'est un pays où il y a de la place pour tout le monde. En Égypte, il n'y a pas de place pour les athées. En Iran, Mahsa Amini, qui avait une mèche de cheveux qui dépassait de son foulard, a été assassinée par la police des mœurs. Il n'y avait pas de place pour elle, cette pauvre jeune fille assassinée. Il y a des pays où il n'y a de place que pour ceux qui s'agenouillent devant une croyance et qui l'admettent sans discuter. En France, il y a de la place pour tout le monde.
C'est ce que je dis maintenant quand je commence à débattre avec des partisans de la laïcité ouverte, exclusive, inclusive, etc. C'est-à-dire en fait des adversaires de la laïcité, mais qui ne disent pas franchement leur hostilité à la laïcité. Ils n'osent pas. Alors ils disent « je suis laïque, mais je veux une laïcité ouverte ». Quand on dit qu'on est pour l'égalité des sexes, on ne demande pas une égalité ouverte. On dit l'égalité tout court, la laïcité tout court. Alors c'est très simple. Le mot laos, qui a donné laikos, en grec veut dire unité d'une population. Nous sommes un peuple. Il y a une unité indivisible. Il n'y a pas parmi nous des croyants, des athées, des agnostiques qui auraient des droits différents. Il y a une unité. Et sur quoi se fonde l'unité? Alors là, il faut rappeler le rôle de la Révolution française. Avant 1789, la France était réputée être la fille aînée de l'Église, selon les papes. C'était donc une communauté ethnico-religieuse. Voilà qu'advient la Révolution. On prend la Bastille, liberté. On abolit les privilèges, le 5 août, égalité. Et on proclame, le 26 août, les droits de l'homme et du citoyen. La conception de la nation change. La nation, ce n'est plus une communauté ethnico-religieuse soudée sur des particularismes aliénants, dont le principal est l'assujettissement de la femme. Dans les 3 monothéismes d'ailleurs, on a sacralisé la domination de l'homme sur la femme. Eh bien, la France change la conception de la nation lors de la Révolution. Au principe de l'organisation, il y aura les droits de l'être humain, les droits de l'homme. Déclaration du 26 août 1789, les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. C'est naissent qui est important. Ça veut dire que la liberté et l'égalité est consubstantielle à l'humanité. Dès qu'on est, on doit être libre et égal à tout autre. Et la laïcité naît de cette mutation de la nation. Il y a beaucoup de pays qui définissent encore la façon de vivre ensemble à partir de particularismes religieux ou coutumiers qui s'imposeraient. Rien de tel en France depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La nation est une communauté de droits juridiques et politiques, avec une dimension éthique. Liberté de conscience, c'est le premier grand principe de la laïcité. Rabault de Saint-Étienne, protestant persécuté, disait « Je ne demande pas simplement la tolérance, c'est-à-dire le fait qu'une autorité supérieure me tolère, moi, je demande la liberté de conscience. » C'est une vieille histoire, la liberté de conscience. On trouve ça déjà chez les stoïciens. La conscience humaine est une citadelle imprenable. Les nazis ne s'emparèrent pas de la conscience de Jean Moulin. Liberté de conscience, premier grand principe de la laïcité. Égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques. En France, aujourd'hui, on sait qu'un Français sur 2 ne croit pas en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, il peut être humaniste, athée ou agnostique. Donc effectivement, il y a de la place pour tout le monde en France, dans la France laïque. Parce que c'est le droit qui unit les hommes désormais. Ce n'est plus un particularisme coutumier et religieux qui s'impose. C'est une nation de droit universalisable. Il y a une universalité possible. C'est la laïcité qui le dit. Liberté de conscience, égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques, et consécration de la puissance publique à l'intérêt général, au bien commun. Voilà la laïcité. La laïcité sortie toute fraîche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'appelle laïcité le principe d'un cadre juridique qui unit tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions spirituelles, pourvu qu'ils respectent l'ordre public, sur la base de la liberté de conscience, de l'égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques, et
du ciment que constitue la référence à l'intérêt général. Voilà, me semble-t-il, une première définition de la laïcité. J'espère qu'elle recueillera votre assentiment. Oui, en France, pays laïque, il y a de la place pour tout le monde. Et en rebond, donc, dans la liberté de conscience, il y a la liberté donc de critiquer. Vous dites dans votre ouvrage aussi, vous relevez à un moment le fait qu'on pointe la responsabilité des victimes dans la tragédie de Charlie, en les accusant justement d'avoir blasphémé. Est-ce que cette notion même de blasphème a du sens dans notre République laïque? Et puis, justement, après ce qu'on vient d'entendre sur la liberté de conscience et de pensée. Alors non, et depuis très longtemps, puisque je parle sous ton contrôle, le délit de blasphème a été aboli en France en 1791. Alors, on est le premier au monde à avoir aboli ce délit-là. Donc c'est une notion, en fait, j'utilise ce mot parce qu'il est dans le débat, mais il n'a plus de sens. Et il ne peut pas avoir de sens dans un pays laïque, puisque si on est laïque, la religion est de côté, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime, et donc ça ne peut pas devenir, et Dieu sait si la religion chrétienne a essayé d'avoir un statut qui la mettrait en dehors de la moquerie. Et les évêques de France avaient demandé ce statut particulier à la Troisième République au moment où on réfléchissait à la grande loi sur la liberté de 1881, et Clemenceau leur avait répondu « Dieu pourra bien se défendre tout seul ». Donc c'est un vieux débat. Mais cette notion de blasphème, non, elle n'a plus aucun sens, sauf qu'on tue encore, partout dans le monde, et y compris en France. Les derniers étant Samuel Paty et Dominique Bernard, alors lui qui avait blasphémé parce qu'il enseignait la laïcité et les droits de l'homme. Alors que c'est même pas qu'il parlait de religion, c'est qu'il enseignait les droits de l'homme au nid, et qui s'oppose au régime de Dieu. Donc je suis bien obligé d'utiliser ce mot qui est le fondement de tant et tant de tragédies. Alors maintenant, oui, on en fait souvent... On transforme souvent par une incroyable inversion des choses, mais enfin d'autres, on s'en coutumier, surtout depuis l'élection de Donald Trump. On transforme les bourreaux en victimes, les victimes en bourreaux, la vérité n'a plus aucun statut, la réalité n'existe plus, et on est dans des récits qui sont complètement déconnectés. Et nous, Charlie, on a été... habitués à ce qu'on nous rende responsables. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que j'écris quelque chose sur les réseaux, à chaque fois que je publie quelque chose, en fait, ils l'ont bien mérité. Et puis quand je vais dans les écoles, c'est toujours, j'y étais récemment encore, on entend ça. On entend, mais ils auraient dû finir en prison, ou ils ont mérité d'être tués, parce qu'ils n'ont pas respecté. Et c'est pour ça que je m'attaque de plus en plus à cette notion de respect. Parce que c'est ce que je dis, en fait. Plus on oblige au respect, qui est un respect, une espèce de respect mafieux, qui n'est même pas le vrai sens du respect, plus on demande le respect des croyances, mais à chaque fois, c'est pour moins respecter les hommes. En fait, on ne demande pas le respect des croyances. La réalité, c'est qu'on ne respecte plus qu'une seule chose, c'est la religion, et en fait, une religion. Tout le reste, on peut ne pas respecter. Mais c'est ça que j'entends, moi, quand je vais dans les écoles, et forcément, ça m'inquiète. Et forcément, ça déclenche je ne peux pas faire autrement que ça, mon désir de convaincre et de transmettre et de faire de la pédagogie. Non, celui qui use de la liberté d'expression dans un pays laïque ne fait qu'exercer un droit. Et donc, il n'est coupable de rien. Et quand on critique la religion, eh ben, c'est un droit absolu. On critique toutes les religions, toutes les croyances, les idéologies, le communisme, le capitalisme, on fait ce qu'on veut. La seule chose, et c'est la frontière légale d'ailleurs, je n'invente rien, la seule chose que l'on n'a pas le droit de faire, c'est d'inciter à la haine, à la discrimination à l'égard des hommes. Là, il y a une limite à la liberté d'expression. Donc oui, on ne peut pas, en gros,
On ne peut pas dire les juifs ont inventé le sida, veulent dominer le monde, les chrétiens sont toxiques et les musulmans sont tous des voleurs. Ça, on n'a pas le droit. Mais on a le droit de dire l'islam est toxique, comme le judaïsme, comme le christianisme, comme le bouddhisme, et on peut dire ce que l'on veut des religions. C'est ça la distinction. Elle est là, la frontière. On respecte les hommes, on ne respecte pas les idées. Est-ce que... J'ajouterais qu'en entendant à nouveau ton texte, en le lisant plusieurs fois, en l'entendant, il y a une chose qui me semble presque essentielle et qui est d'intérêt général, c'est cette connaissance de l'histoire, en réalité. Cette connaissance qui échappe à toute une génération. En fait, tu ne fais même pas un acte militant, tu ne fais que raconter l'histoire. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'au bout du compte, en conclusion, on comprend toute la portée de ce que tu veux dire, simplement en respectant, en lisant ce qui s'est passé, des faits, et en faisant comprendre à celui qui le lit que on fait tous un choix, mais voilà le choix qui nous a condamnés à être ce qu'on est aujourd'hui. Et ici tous, alors pour le coup, dans cette salle, on est unis dans cette envie, dans ce besoin, dans cette exigence de transmettre, de rétablir, d'aider à ce que la connaissance, l'obligation de connaissance se soit rétablie. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui est beau dans ton texte, c'est qu'il est foudroyant, il est émouvant, mais surtout, il nous raconte une histoire, et une histoire politique. Donc c'est passionnant, au-delà même d'être important et enrichissant. Et pourtant, donc, sur cette notion de blasphème, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ces dernières années parce qu'il semble qu'il y a un amalgame qui est fait entre la critique qu'on pourrait faire d'une religion et la critique ou le mépris qu'on aurait à l'égard des croyants. Et cet amalgame, et c'est il faut que je me tourne encore une fois, il est fait et parfois même exploité par des groupes politiques, des personnes. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement dangereux ? Mais parce que cette frontière qu'a rappelé Richard entre le droit de critiquer des idées qui n'est pas celui d'inciter à la haine contre les personnes, c'est tout le réglage de notre démocratie. Et que si on se met à confondre, c'est-à-dire si on se met à interdire la critique des idées pour pouvoir en plus utiliser certaines idées pour inciter à la haine de personnes, c'est juste l'opposé de la démocratie, c'est la tyrannie. Et cette confusion, elle est malheureusement extrêmement répandue dans notre jeunesse, qui a tout pour être livrée, en fait, à la tyrannie. À partir du moment où on est dans une époque qui décontextualise, qui n'enseigne plus, ce que disait Stéphane, l'historique, ce qu'a rappelé Richard dans sa plaidoirie, effectivement, il a dû briser un tabou, avoir la liberté de penser, de rappeler des faits, un regard critique et historique, ce que, normalement, il y a des siècles, on s'autorisait encore à faire beaucoup plus facilement. Donc une génération qui est décontextualisée, acculturée et identitaire et victimaire est une jeunesse propre à être manipulée pour être envoyée dans le mur ou contre d'autres personnes. C'est une génération dangereuse, en réalité. Tous ces facteurs mis bout à bout font que tout ce qu'on essaie de faire par la culture, par le théâtre, par le fait de se retrouver ensemble dans une salle pour avoir le courage ensemble d'écouter quelqu'un de courageux dire des choses vraies, justes et historiques, c'est en soi une résistance à une époque qui, dans notre téléphone portable, nous manipule par l'émotion, par des vidéos, par de la brièveté, par l'appel à nos sentiments, à nos peurs, à nos identités, pour nous faire oublier cette histoire et cette liberté de penser. Et moi, la première fois que j'ai compris les ravages de cette confusion, c'était déjà au tribunal pendant l'affaire des caricatures, pendant que Richard plaidait à l'intérieur, ou juste avant sa plaidoirie, pendant ces jours-là. Moi, j'arrêtais pas d'être sur le parvis, à essayer de voir tout. Il y avait quand même un affrontement entre des gens qui étaient venus pour soutenir la Ligue islamique mondiale, l'UOIF contre Charlie, et les gens qui venaient soutenir Charlie. Et donc, on avait beaucoup de débats sur ce parvis, à la 17e chambre correctionnelle, et à un moment donné, il y a un groupe de jeunes qui visitait le tribunal, qui s'est égaré au milieu de tout ça, avec deux profs, et je me souviens d'une conversation, s'est engagée
entre eux, qui étaient tous soudés autour d'une de leurs camarades qui était voilée, et qui étaient tous en solidarité avec le fait de dire « Attention, là, on juge quelque chose qui a porté atteinte à ton identité ». Et la conversation qui a peut-être duré 1 heure pour arriver à leur faire comprendre que non, c'était pas porter atteinte à leur copine que d'avoir le droit de critiquer des idées qui étaient utilisées pour en plus vouloir assouvir de la domination, du pouvoir, de l'oppression. En fait, c'est une critique qui permet de lutter contre le suprémacisme de certaines idées et de certains individus sur d'autres. Jadis, le Ku Klux Klan estimait qu'on était supérieur quand on était blanc. Il n'allait pas jusqu'à dire qu'il était blancophobe de critiquer le Ku Klux Klan, mais en gros, les islamistes nous font le coup de l'islamophobie parce qu'on critique leurs idées suprémacistes. C'est-à-dire qu'on critique leur désir d'asseoir leur pouvoir sur le monde et sur les autres, d'être des dominants, et ils essaient de se victimiser comme des opprimés pour pouvoir passer par les deux côtés. Du côté des dominants, par la peur et la menace, et du côté des dominés, par le sentiment ou par le récit de se faire passer comme des victimes et des opprimés. Et c'est ça que fait le mot islamophobie. Et c'est pour ça que s'il y a un combat à faire chacun autour de nous, c'est pas évident. Je peux vous dire que ça fait 20 ans qu'on le mène et qu'on a l'impression que des fois on vit d'un océan avec une petite cuillère. Mais c'est de ne jamais utiliser le mot islamophobie. Si vous voulez désigner le racisme, il faut dire racisme. Si vous voulez désigner spécifiquement le racisme envers les musulmans, on peut dire racisme anti-musulman ou acte anti-musulman ou propos anti-musulman. Quand on est précis avec les mots, on vise juste. À partir du moment où on emploie des mots confus, comme islamophobie, qui veut dire phobie envers l'islam et non pas phobie envers les musulmans, eh bien, on utilise en fait un mot qui est un mot piège, qui permet aux dominants, aux intégristes, de réhabiliter le délit de blasphème, de mettre des cibles dans le dos des esprits libres, des laïcs et des libres penseurs, et donc on inverse le monde, on le met sans dessus-dessous, et on devient complice d'une menace et d'un danger. Et je peux vous dire que cette explication-là, personnellement, je la répète depuis 2003. Mes premiers textes pour mettre en garde contre le mot islamophobie, c'était dans un livre Tir croisé avec Fiametta Vénère, puis je l'ai écrit dans Charlie Hebdo à partir de 2004, et je sais qu'on n'a pas gagné la bataille pour un mot. Et ce mot-là, chaque fois qu'il est dominant, on perd la bataille. Donc autour de vous, combattez-le, s'il vous plaît. La public et dans l'organisation de notre société, c'est pour ça que ce texte est très important, parce que malheureusement son propos n'est peut-être pas encore totalement consensuel. Vous avez signé, vous, récemment une tribune pour dénoncer justement l'emploi de ce terme islamophobie, notamment en réaction de la création d'une commission d'enquête parlementaire par le groupe La France Insoumise, visant justement à dénoncer l'islamophobie. Pourquoi est-ce que vous récusez ce terme, et la création de cette commission d'enquête, qu'est-ce que ça dit? Je trouve que le consensus n'est pas encore établi là-dessus. Là, je vais me contenter de reprendre ce que vient de dire très clairement Caroline. Ça fait 20 ans qu'elle dit ça, qu'elle dénonce la confusion autour du terme islamophobie. Moi, je n'ai fait que reprendre modestement soit ce que disait Caroline, soit ce que disait Stéphane Charbonnier dans la lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Pourquoi ceux qui utilisent le terme islamophobie peuvent-ils être considérés comme des complices du racisme? Parce qu'ils brouillent la frontière entre le rejet des personnes et le rejet des doctrines religieuses. Or, c'est incommensurable. Rejeter une personne, c'est ça le racisme. Rejeter une religion, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, ça fait partie de la liberté de critique. On peut aussi rejeter l'athéisme. D'ailleurs, le texte de plaidoirie de Richard est parfaitement clair sur cette question. Le concept d'athéophobie n'a pas fleuri, mais on pourrait le dire aussi. En Égypte, les athées déclarés sont assassinés légalement. C'est le meurtre légal, comme disait Victor Hugo à propos de la peine de mort. Alors effectivement, il faut régulièrement dire, moi j'avais le sentiment d'ailleurs en écrivant cette tribune, de ressasser, mais il m'a semblé qu'effectivement, au moment où on brouille la frontière entre ce qui est racisme et ce qui n'est pas racisme, il faut remettre 100 fois sur le métier l'ouvrage, je me disais. Voilà.
remettez 100 fois sur le métier de votre ouvrage. Et effectivement, au moment où on doit définir ce qu'est le racisme, il faut rappeler que la critique libre des religions, de l'athéisme, de toute conviction du monde, relève de la liberté. Quant à l'idée que, effectivement, il y aurait un blasphème, il faut rappeler ce que disait Bayle, le grand penseur qui fut protestant puis après libre penseur. Il disait il n'y a de blasphème que pour celui qui croit en la réalité blasphémée. Ben, c'est tout simple. C'est tout simple. La laïcité est universaliste. Elle définit ce qui est bon pour toute personne, qu'elle soit croyante, athée ou agnostique. Ce qui est bon pour toute personne, c'est la liberté de conscience. C'est l'égalité de droit, c'est la participation reconnue à l'intérêt général. Alors effectivement, c'est important, non pas de couper les cheveux en quatre, parce que certains vont encore m'accuser de couper les cheveux en quatre. On ne coupe pas les cheveux en quatre lorsqu'on dit une chose est de rejeter une personne, autre chose est de rejeter une opinion qu'il énonce. Et c'est quelque chose d'absolument évident, mais il faut le rappeler. Sinon, on sombre dans l'obscurantisme, et l'obscurantisme est très souvent solidaire de la rage mortifère qu'on retrouve, par exemple, chez des gens comme les frères Kouachi. Et là encore, je ne saurais trop recommander la lecture et la relecture, non seulement de la magnifique plaidoirie de Richard, qui est dans toutes les librairies, mais aussi la relecture de la lettre de Stéphane Charbonnier, qui dit clairement les choses. Moi d'ailleurs, je me suis contenté dans ma tribune de citer Stéphane Charbonnier, parce que ce qu'il dit est limpide. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un pari. Alors effectivement, Caroline vient de souligner la difficulté qui est la nôtre de disqualifier le terme d'islamophobie. Pourtant, le terme d'islamophobie veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est le rejet de l'islam, point. Alors effectivement, quand on met sur le même plan l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est une abjection. On affaiblit la lutte contre le racisme antisémite. Dès lors qu'on le met sur le même plan l'antisémitisme et l'islamophobie. Mais de qui Ceux tu qui parles? font cela, pardon. Mais de qui tu parles? Ceux qui font cela commettent effectivement une imposture. C'est dangereux même pour tout le monde. La lutte contre l'antisémitisme ne doit pas être brouillée en étant identifiée à ce qui n'est pas elle. Et je crois qu'on a un devoir de clarté, mais aussi de courage, parce que vous avez été menacés, et vous l'êtes encore. Mais moi aussi j'ai été menacé, moins que vous. Mais dire qu'on ne doit pas confondre l'islamophobie avec l'antisémitisme, c'est déjà trop pour certains. Et je crois que là, il faut vraiment garder ce courage, mais ce courage doit être encouragé par l'opinion commune. Il faut remonter la pente. Il faut remonter la pente parce que malheureusement, même dans les institutions internationales, le concept d'islamophobie est quasiment admis, en lieu et place du racisme anti-musulman qui est pourtant infiniment plus clair, puisqu'il est clair que le racisme anti-musulman s'en prend à des personnes et non pas à des doctrines. Donc je ne peux que répéter ces choses-là. Peut-être une anecdote. Alors d'abord, je voudrais juste rebondir d'une phrase sur ce que vous avez dit tous les deux. En fait, moi je suis confronté assez souvent à des jeunes qui me disent, en fait, pourquoi critiquer les religions? Parce qu'ils sont animés, et il faut le regarder, par une pulsion généreuse, souvent. Certains sont perdus pour la cause, mais d'autres
sont vraiment dans une démarche d'empathie. Ils disent, mais pourquoi critiquer la religion? Nos copains, ça leur fait pas, c'est pas sympa. Et ils pensent lutter contre les discriminations, sincèrement. Et donc je leur explique, et j'essaie de les convaincre qu'en réalité, ils font le contraire de ce qu'ils veulent faire. En réalité, en empêchant de critiquer les religions, ils participent à un système d'oppression. Ils participent à ce que la religion devienne des dogmes et non pas une spiritualité que chacun exerce comme il veut. Ils participent donc à ce que les populations qu'ils pensent défendre ne puissent pas s'émanciper. Et j'essaie de leur expliquer ça aussi simplement que ça. Et parfois, ça les fait réfléchir. On voit une petite lumière s'allumer dans leurs yeux quand quand la propagande du parti auquel ils adhèrent n'a pas encore fait son œuvre. Donc il faut s'exprimer. Pour reprendre les derniers mots de ma plaidoirie, il faut combattre, il faut transmettre, il faut faire de la pédagogie. Et une petite anecdote sur le mot islamophobie, il se trouve que ce texte, et c'est alors là ma plus grande fierté, ce texte, un jour je reçois une demande d'un centre civique au Pakistan qui me demande de pouvoir traduire gratuitement ce texte en ourdou, en perse, en langue pakistanaise, en faire une édition sous le manteau, mais au Pakistan, évidemment. Alors Grasset dit « Ouh là là, c'est sûr que... » Évidemment. Rien ne pouvait me faire plus plaisir que ça. Donc ils l'ont fait. Et puis... j'oublie complètement. Et puis quelques mois plus tard, je reçois un coup de téléphone d'un étudiant pakistanais en doctorat en France, je dirais pas où, donc à l'université, qui passe son master, et qui m'appelle pour me dire, mais je fais partie du centre civique Pakistan à traduire votre livre, je voudrais vous rapporter 2 exemplaires avec un petit cadeau, un petit tapis charmant. Et donc évidemment, je le reçois. Il m'apporte ces 2 exemplaires, je les garde, je les chéris précieusement. Et puis, on parle un peu. Et puis, il me dit, mais vous vivez sur une autre planète ici. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais moi, je suis né musulman, je suis pakistanais, et du matin au soir, dans ma faculté, comme j'ai des positions de liberté de conscience, de libre penseur, de liberté de critique de la religion, et bien du matin au soir, je me fais traiter d'islamophobe par les étudiants non musulmans de l'université. Et il dit, mais complètement fou, ils n'ont jamais voyagé, ils ne savent pas ce que c'est en fait. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un pays où on n'a pas le droit de critiquer la religion. Et il m'explique que dans la constitution du Pakistan, si vous contestez, y compris le fait que Mohammed est le dernier des prophètes, c'est la peine de mort. Et il me dit, mais est-ce qu'ils savent, ces étudiants-là, bien nés dans de bonnes familles françaises, que les 50 derniers condamnés à mort, ils sont musulmans? Et il n'en revenait pas, en fait, d'être confronté à cette accusation d'islamophobie du matin au soir, à lui, musulman. Donc ça n'a plus aucun sens. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par ça. On survit à cette accusation d'islamophobie, il faut la combattre, pied à pied, mot à mot. Et il faut trouver les bons endroits, les bons supports, parce que là, on est entre nous, et quand on regarde les chaînes qu'on aime regarder, finalement, on voit circuler une vérité ou un sentiment qu'on partage. Mais la difficulté, c'est d'ouvrir ces frontières et de le faire passer, pour paraphraser mon John Keating, de re-questionner nos certitudes, parce que sinon, effectivement, on est en danger. Et c'est bien, on s'entend et on dit des choses que tout le monde partage, et c'est vrai, on ne le dit pas fortement. Mais ce qu'il faut, c'est casser les failles. Quand tu dis dans ton texte à la fin qu'on a une responsabilité, je me suis posé la question plusieurs fois de comment, justement, assumer cette responsabilité. Je me suis dit de nombreuses fois, et je suis très honnête, je suis lâche. Pourtant, je partage la vie de quelqu'un dont je connais les tourments et les tracas et avec qui je partage les choses et je ne m'en cache pas. Mais je suis lâche parce que, évidemment, qu'il y a des endroits où je me dis je devrais réagir. Et je ne sais pas exactement comment le faire. C'est assez compliqué. Parce qu'il faudrait et le temps, et l'espace, et l'écoute, et l'acceptation de ceux qui sont autour de moi. Et donc, c'est un pari que je crains de ne pas gagner. Donc, parfois, je me dis,
je lâche prise. Et je le déplore, mais je cherche tous les axes. Comme tu le sais, je veux monter ce texte. Comme tu sais, j'aimerais monter le prochain. Je veux faire entendre cette parole parce que c'est, encore une fois, d'intérêt public et général, mais c'est assez difficile de l'intégrer. Tu vois, quand tu dis le mot islam dans ton on ne le dit pas facilement non plus. Je peux être très honnête, c'est pas facile. Mais tu le fais. Je viens comme je peux désespérément le faire. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup Stéphane, ça me fait une très jolie transition pour ma dernière question. Et puis ensuite, on va laisser la parole circuler parmi vous. Ça vous permet de préparer vos questions en rebond à ce que vous venez de dire. Vous parlez à la fin de votre ouvrage de l'humanisme militant et j'aimerais tous les trois que vous puissiez nous en dire un mot. Pourquoi les humanistes ne sont pas assez militants? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment parfois que, notamment au sein des démocraties occidentales, il y a un affaissement, une difficulté à défendre ces valeurs, que ce soit sur notre sol et même partout dans le monde? Pourquoi et comment est-ce qu'on peut continuer de mener ce combat? C'est toute la question. Comment on se remobilise quand on a grandi dans le confort de la démocratie? Quand on n'a plus le choix, en fait. Quand on est au pied du mur et qu'on est face à des gens qui veulent l'abattre. Mais pour ça, il faut avoir conscience que employer des mots biaisés, dangereux, confus, ne plus croire dans les mêmes faits, ne plus faire l'effort de contextualiser, ne plus faire l'effort de se cultiver, ne plus faire l'effort de surmonter sa peur, de dire les mots, et peut-être même de prendre le risque de se disputer pour défendre quelques idées comme la liberté de penser, il faut avoir conscience que ça devient vital et que ça devient urgent. Et on est dans cette urgence, et on est à ce niveau de mise en danger, parce qu'effectivement, ces confusions sont petit à petit en train de retourner des démocraties contre elles-mêmes. Et la difficulté qui est aussi très bien racontée dans le texte de Richard, dans la plaidoirie de Richard, c'est qu'évidemment les fanatiques ont des idées simples, qu'ils défendent avec la force du suivisme, c'est-à-dire sans trop réfléchir, ils ont juste à mettre leur énergie dans le fait d'imiter. C'est pas très difficile de créer des moutons, je veux dire, c'est facile de démultiplier les moutons, en faisant peur et en imitant. C'est beaucoup plus difficile de faire pousser des individus. C'est beaucoup plus difficile de défendre des idées simples comme le respect. C'est très difficile en réalité parce que ça demande, nous, dans notre système de pensée, il y a la place pour tout le monde. Donc on laisse de la place à l'autre, et même parfois, c'est ce qui nous arrive en ce moment, on laisse de la place à celui qui veut tuer l'espace où il y a la place pour l'autre. C'est ça le piège. C'est comment trouver ce réglage entre rester suffisamment tolérant pour être fidèle à notre nature démocrate, et jusqu'où tolérer l'intolérant qui veut tuer la tolérance. Et en fait, on ne sait jamais exactement où mettre la ligne, à quel moment il faut se révolter, à quel moment il faut commencer à dire là, en fait, ça va un peu trop loin. Et on est en train d'essayer d'arbitrer ça. Et donc, effectivement, tolérer les intolérants, à la fin, c'est juste la mort de la tolérance. Donc, il faut savoir leur résister, il faut savoir leur tenir tête, tout en restant des êtres, encore une fois, qui aspireront à la pluralité, ce qui est extrêmement compliqué. Tu disais, Stéphane... Il faut avoir les mots aussi, Caroline. Eux ont les mots, eux ont les arguments. Il faut avoir les mots, il faut avoir les idées claires, et il faut être très conscient, mais il faut aussi être très patient. Tu disais, nous, ça va entre nous, dans nos milieux, on regarde les mêmes chaînes, on écoute les mêmes radios, mais le mot islamophobie, il est absolument partout. Il est sur France Culture, il est dans le Nouvel Obs, il est dans le Monde toute la journée. Et il est porté aujourd'hui, on l'a dit, par des partis politiques, comme LFI, ce qui est une trahison totale de la gauche, du progressisme, de la liberté de penser, de la laïcité, de Charlie Hebdo. Donc en fait, il y a très peu d'espace où on sélectionne, on choisit ses mots, et où on a la clarté de dire les choses, et où on n'a pas peur de les dire, pour sauver la pluralité, tout en acceptant de se confronter à l'autre. Se confronter à l'autre pour sauver la pluralité. C'est ce qui nous reste à faire avant de vivre, et je vais vous dire, on ne va pas vivre sous le joug des talibans en France. Par contre, à la fin des fins, quand tout le monde sera bien fatigué de tolérer l'intolérance,
et ben, il y aura des gens plus intolérants qui arriveront, qui diront maintenant ça suffit, ici c'est chez nous, la règle c'est comme ça, ici c'est un pays chrétien, il n'y a plus de laïcité parce que ça c'est trop compliqué. D'ailleurs Charlie Hebdo, on sait pas ce que c'est, on sait plus ce que c'est. Nous c'est notre grande peur en réalité, quand on est sur cette ligne de crête. C'est qu'on sait bien qu'on essaie de tenir quelque chose qui est tellement compliqué à expliquer et qui est tellement à un réglage près, qu'à un moment donné, si chaque fois qu'en face des gens sont dans l'outrance, c'est pas les attentats qui créent les racistes, c'est la tolérance aux attentats et aux intégristes. Donc à force que des gens fassent l'autruche, tolèrent l'intolérable, fassent des numéros de claquettes pour plaire aux intégristes, même en étant de gauche, on sait très bien que l'alternative c'est la laïcité, c'est Charlie Hebdo, c'est la philosophie des Lumières, mais que si on n'arrive pas à incarner une alternative assez forte, derrière, tout ça sera balayé pour une extrême droite, des intolérants, des racistes, des xénophobes, les vrais musulmanophobes. Ceux-là, ils finiront par l'emporter parce que c'est un message aussi clair que le message d'en face. C'est vraiment, il faut vraiment pas avoir fait l'ENA pour comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est l'identitaire pur, c'est chimiquement simple, et puis ils arrivent à fabriquer eux aussi des moutons. Et puis face à une armée de moutons, bah, ils se disent ah ben nous on a plus de moutons, parce qu'on est chez nous, on était là avant, on a plus de moutons. Au milieu, il va falloir rappeler aux gens qu'on est mieux que des moutons, on est des êtres humains. Et franchement, normalement, notre qualité, c'est de penser, c'est de réfléchir, c'est de nuancer, c'est de rationaliser, c'est d'avoir cette finesse-là. Mais il va falloir être nombreux à le dire quand même. Pas de moutons, plein d'individus, pour le dire très fort. Dans le même esprit, je voudrais aborder 3 points qui me tiennent à cœur. Premièrement, nous avons besoin que la lâcheté institutionnelle qui a eu lieu à l'éducation nationale s'arrête. Samuel Paty n'a pas été soutenu comme il aurait dû l'être. Il aurait dû être placé sous protection policière dès qu'il y a eu rupture d'anonymat, ce qui n'a pas été fait. D'où le procès lancé par la sœur de Samuel Paty. Donc, stop avec le pas de vague. Stop avec l'idée qu'il va y avoir apaisement. Alors que Samuel Paty était déjà menacé, des responsables osaient dire, des hauts responsables de l'éducation nationale osaient dire qu'on s'acheminait vers l'apaisement. J'appelle ça lâcheté institutionnelle. Il faut rompre avec ça. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait que les médias soient beaucoup plus rigoureux qu'ils ne le sont. Par exemple, quand ils disent que la loi de 2004 est une loi raciste. Qu'est-ce que le racisme? C'est le différentialisme. C'est quand on vise une partie de la population. Or, la loi de 2004, issue de la commission Stasi, qui recommandait au président de la République de proposer un projet de loi imposant la neutralité vestimentaire dans le cadre de l'enseignement. Ce projet de loi a été formulé dans le rapport de la commission Stasi, et je faisais partie de la commission Stasi, donc je parle assez précisément de ces choses-là. Il était bien dit que l'ensemble des signes religieux était interdit. Et nous citions, non de façon exhaustive, mais à titre d'exemple, le voile, la croix charismatique et la kippa. Et ça n'empêche pas des gens de parler de loi sur le voile. La loi sur le voile n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans un pays démocratique avec un conseil constitutionnel, une loi sur le voile serait censurée, à juste titre, par le Conseil constitutionnel, puisqu'elle viserait une catégorie particulière de la population. Il n'y a pas de loi sur le voile. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, toute loi est générale. Une loi qui n'est pas générale est une forfaiture. Elle vise des cas particuliers. La loi qui mettait les écoles
les lycées, les collèges, les établissements scolaires à l'abri de tout prosélytisme pour que la tâche d'instruction advienne sereinement, cette loi n'était pas une loi sur le voile, contrairement à ce que continuent à dire et à écrire des journalistes. Là, il faut leur faire remarquer qu'ils ont à corriger leur langage, à travailler au lieu de dire des bêtises qui effectivement font passer la laïcité pour une laïcité raciste, comme osent le dire certains députés ou certaines députées qui osent dire que la loi de 2004 est une loi raciste, sous-entendu parce qu'elle ne viserait que les musulmans, alors qu'elle ne vise que toutes les manifestations d'appartenance religieuse, pour une raison simple, parce que l'école n'est pas un lieu de manifestation, mais un lieu d'étude. Il faut oser le dire. Je voulais dire ces choses-là. Dernière chose, lorsqu'on parle de la laïcité, il faut peut-être commencer à parler aux élèves de ce qui s'est passé au moment de la Renaissance en France avec les 8 guerres de religion qui ont culminé dans l'horreur avec la Saint-Barthélemy, où, sur ordre de Charles IX, 3500 protestants ont été assassinés par les troupes catholiques fanatisées par les De Guise. On leur rappelle ça et on leur dit, vous voyez, en France, c'était une autre religion qui, à une certaine époque, commettait des violences. Il y a eu la Révolution française, article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne pourra être inquiété pour ses opinions même religieuses. On explique alors que la France a eu un problème avec la religion, c'était la religion catholique, et qu'elle l'a surmontée par la laïcité. Et que cette même laïcité, on l'appliquera à toute autre religion. Il n'est pas question de stigmatiser une partie de la population, il est question d'appliquer une loi générale à toute religion. Et ça, c'est très important quand on présente les choses ainsi. Les élèves, par exemple, moi je le fais souvent puisque je fais pas mal d'interventions dans les lycées, commencer par les 8 guerres de religion qui ont lieu en France, qui d'ailleurs épouvantaient Montaigne pendant la Renaissance, et montrer que ce qui se passe aujourd'hui, grâce à la laïcité, c'est une conquête. On a conquis la liberté d'expression. On a conquis la possibilité pour tout le monde de vivre dans le même pays. On a conquis la liberté de conscience. Et ça, c'est très important de le rappeler. Vous voyez, ces 3 points, halte à la lâcheté institutionnelle. Il faut donner aux enseignants le courage, au lieu de le détruire en disant « pas de vagues », alors qu'il y a des vagues. Il faut être précis et rigoureux lorsqu'on parle de ces choses. Et je crois que c'est très important aussi d'avoir une vision universaliste. Parler des guerres de religion dans la Renaissance française, ça permet de montrer que ce qui a été conquis par la France, l'émancipation laïque, elle est bonne pour tout le monde et pas pour certains. Et ça, c'est très important. Alors, juste pour rajouter 2 ou 3 mots, comment faire vivre l'humanisme? Je crois qu'il faut que nous ayons conscience que rien n'est jamais acquis pour l'éternité. Rien. Aucune de nos libertés. Et je crois qu'on le comprend aujourd'hui un peu mieux qu'hier, ce qui est d'ailleurs un peu inquiétant. Le droit des femmes, c'est jamais acquis pour l'éternité. Le droit à l'avortement est remis en cause aux États-Unis. D'ailleurs, c'est la religion là aussi qui est à l'œuvre. Les libertés, la liberté d'expression, c'est pas acquis pour l'éternité. L'antisémitisme, on pensait que c'était à peu près fini, mais voilà, on voit à quel point ça explose. Donc les forces obscures, la pulsion de mort, elle est toujours là, elle est tapie. La démocratie, c'est pas acquis pour l'éternité non plus. On voit à quel point ce qu'on appelle la démocratie libérale, on le vend en poupe. Et il faut cultiver
un état de combat intérieur. Alors un combat pacifique, un combat avec les armes des pacifiques, c'est-à-dire la parole, les livres, les pièces de théâtre, la philosophie, le rire, évidemment le rire, c'est l'arme majeure des pacifiques. Mais il faut cultiver cet état de combat. Il faut comprendre que si on quitte cet état de combat intérieur, alors autour de nous, il y a des forces contraires qui s'exerceront si on cesse d'être vigilant, si on cesse d'être méfiant à l'égard du fait religieux. Alors à nouveau, il cherchera à gagner des parts de marché. Et voilà, l'humanisme, c'est pas une naïveté en fait. Je crois que c'est ce que voulait dire Thomas Mann. C'est un combat. Et il faut cultiver, et puis ça donne du sens en fait de combattre. On s'ennuie jamais, on trouve des bons camarades en combattant. Donc voilà, je vous incite à combattre, à convaincre, à être chacun là où vous vous trouvez, dans des syndicats, dans des associations, sur les réseaux sociaux, sur Internet, à être les porte-étendards de ce à quoi vous croyez. Et ce à quoi vous croyez si vous êtes ici, c'est effectivement la laïcité, l'universalisme. En gros, c'est pour dire la liberté. Je vous propose, s'il y en a, qu'on prenne quelques questions. Oui, un micro qui est juste derrière. Bonsoir et merci pour votre super prestation. Je voulais juste dire que moi je fais partie d'une association laïque. J'essaye vraiment de défendre la laïcité, mais on avait invité un prof d'université de la Sorbonne, un prof d'économie dont le nom m'échappe, mais qui nous a néanmoins dit que dans sa salle, la majorité des femmes étaient voilées. Et on avait conclu que l'islamisme conclut l'entrisme. Et en fait, que faire contre ça on le voit de plus en plus partout, tout le temps. Et que peut-on faire à part parler dans les écoles, mais la parole est difficile aussi. Ça, si je pouvais vous donner une recette, là, j'aimerais bien. Très honnêtement, on a essayé le rappel à la règle, et Henri a rappelé à quel point c'est une règle universaliste. Il fallait aussi du cran pour protéger ces lieux que sont les écoles, puisque ce sont des lieux où se forme la conscience citoyenne, et donc aussi la conscience de l'égalité. Donc c'était tout à fait logique et tout à fait responsable de la part de la République de dire ça, ce sont des lieux qu'on protège. En revanche, moi par exemple, je suis opposée à ce qu'on interdise le voile à l'université, je suis opposée à ce qu'on interdise le voile dans la rue, parce que j'estime que justement, cette ligne de crête où on reste des démocrates, qui ne tolérons pas tout, mais qui restons attachés aux libertés individuelles, c'est ce réglage entre les espaces de contrainte et de citoyenneté, que sont l'école et le service public, ou être représentant de l'État, et les espaces de grande liberté individuelle que peuvent être, à l'âge majeur, le fait de s'engager politiquement, de faire des études à l'université ou être dans la rue. Et une fois qu'on a établi ce cadre-là et qu'on doit le défendre, parce que moi ma très grande peur c'est que si on étend l'interdit aux zones de liberté individuelle, on va se retrouver avec un retour de bâton qui va être qu'on va même perdre la loi sur les signes religieux à l'école publique en mars 2004. Et là-dessus, on a eu des débats entre laïcs interminables sur, par exemple, la question des accompagnantes scolaires, parce qu'il y a la question des principes et il y a la question de la stratégie. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient, si on va jusqu'à interdire les signes religieux aux accompagnantes scolaires, c'est-à-dire à des parents d'élèves, à des mères d'élèves, on va se retrouver avec des piquets devant tous les lycées de frères musulmans, et je travaille sur eux, et je sais comment ils savent tout retourner par la victimisation, et on va finir par perdre la loi de mars 2004. Donc moi, j'y étais opposée aussi pour ces raisons-là. Et on est obligé ensuite de faire le pari que le féminisme, le fait d'être émancipé et de vivre dans un pays libre et de façon libre, finira par regagner et par reséduire ceux qui en ont marre de gagner comme victimes. Pour éviter qu'ils recrutent, et c'est la technique des frères musulmans, comme victimes, il faut aussi avoir l'intelligence de rappeler des règles quand il faut et de ne pas s'acharner ou de ne pas rabâcher certains thèmes en permanence.
Parce qu'en fait, c'est vraiment une jauge. Si on rabâche, comme certaines chaînes aujourd'hui, en continu ces sujets-là, on fabrique aussi du grain à moudre pour les propagandistes d'en face, qui peuvent recruter au nom de la victimisation. Et donc on perd. Ce qu'on gagne, on se défoule verbalement, on est en train de dire à quel point on en a marre de voir des vals en France. Et en tant que femme, j'en ai marre de voir des vals en France. Bien sûr que c'est difficile, c'est douloureux, c'est désagréable et qu'on a l'impression de perdre en termes de liberté et d'émancipation. Mais si on se met à le rabâcher, on va en avoir plus. Donc il faut trouver un équilibre entre mener la bataille pour solidifier, encore une fois, ce parcours de on vous donne le choix à l'école, voilà ce que vos familles pensent, voilà ce que les réseaux sociaux vous disent de faire, voilà ce que l'école vous propose comme option. Et ensuite, il faut quand même faire le pari aussi de la liberté individuelle et en accepter les règles, sinon on risque d'avoir un contre-feu. Donc c'est pas évident. Je veux dire, la recette que je vous donne, elle est vraiment pas évidente. Et des fois, je change d'avis selon là où on est, du rapport de force, des propagandistes en face. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans nos cercles autour de nous, on n'est pas obligé, au nom de la tolérance, encore une fois, de tolérer un signe sexiste au sens, on n'est pas obligé d'abdiquer le droit de dire ce qu'on en pense. Ce que ça nous fait comme femmes, ce que ça nous fait comme personnes attachées à l'égalité, on a toujours le droit de le dire. Et on ne doit jamais renoncer au droit de le dire. On n'est pas obligé de le dire de façon violente, brutale et contre-performante. Moi, souvent, quand je me mets dans la tête des professeurs, honnêtement, j'en vis pas à leur place. C'est pas facile. Ce que je sais, c'est que pour convaincre une génération qui est habituée à l'horizontalité, ça ne va pas pouvoir venir d'un discours de verticalité. Il va falloir les convaincre autrement. Il va falloir leur donner envie d'aimer cette liberté par une forme d'horizontalité qui demande 2 fois plus d'efforts, même si je suis pour qu'on resacralise le statut de professeur pour que la verticalité soit posée avant qu'il commence ce travail. Donc vous voyez, c'est tous ces réglages-là qu'il faut qu'on pense ensemble, comment protéger l'école, et bien sûr, le pas de vague, c'est terrible. Mais le pas de vague, pardon, c'est facile de taper toujours sur les institutions, même si je suis d'accord avec ce qu'a dit Henri, mais le pas de vague, il vient des salles de profs, le pas de vague, il vient des autres collègues qui sont syndiqués, qui sont proches d'un parti, toujours le même en ce moment, qui instituent et qui diffusent par l'idéologie et par l'action syndicale le fait de dénoncer les collègues qui osent aborder ces questions-là, même avec tact, même avec talent, même avec subtilité. Donc c'est tout ça qu'il faut combattre à la fois. Oui, et la grande difficulté pour essayer aussi d'aller dans votre question, c'est la difficulté de lutter contre des vérités qui ne tiennent pas debout, parce que le mensonge circule beaucoup plus vite que la vérité, parce que la médiocrité gagne beaucoup plus facilement d'espace que la bienveillance et l'intelligence. C'est ça la grande difficulté, c'est pour ça que cette bataille dont parlent nos amis là, elle est essentielle, elle est très difficile et douloureuse, parce qu'on lâche un peu de terrain et on en perd beaucoup. Et trouver toujours cet espace où on n'emmerde pas les gens en leur disant des choses qui paraissent quand même une évidence. Il faut y amener toujours quelque chose qui ramène un peu de nouveauté dans la manière de le dire, dans la manière de le transmettre. Si je repense à ce peuple, ces Moutazilites, j'aurais vraiment eu envie de les rencontrer, tu vois. Et la conclusion, hein? Oui, mais je dis bon. À l'époque, on disait bon. Est-ce qu'il y a quelques autres questions? Au fond de la salle, monsieur. Le micro arrive. Défendre ses idées ou défendre ce qu'on pense demande aussi beaucoup de courage. Je porte sur ma veste un pins jaune. Et je me suis rendu compte aujourd'hui, à venir le porter ici, c'était facile. Ce matin, quand je suis arrivé à mon travail, où je suis un petit peu fragile, j'ai retourné ma veste. Pour que ce pins ne soit pas visible. Ça demande, dans l'idéologie dominante aujourd'hui, ça demande aussi beaucoup de courage de défendre ces idées que vous défendez aujourd'hui. Merci. Oui, alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça courage, en tout cas c'est de la détermination, mais vous savez, l'histoire qui est la nôtre avec Caroline,
fait qu'on ne se pose pas trop la question, en fait. On doit ça, on leur doit vraiment à nos amis qui ne sont plus là. On ne peut pas faire autrement, en fait. Il n'y a plus moyen de faire autrement pour nous. Et puis après, on est porté par ce à quoi on croit. Et moi, je croise tous les jours des gens que je trouve plus courageux que nous parce qu'ils se battent au sein de leur communauté. Et ça existe aussi. Et il y en a beaucoup. Et c'est vecteur d'espoir. Et moi, je vous assure, je vais souvent parler dans des universités et je vois des jeunes issus, comme l'on dit, de culture musulmane, issus de l'immigration, et qui sont complètement acquis à tout ce dont on vient de parler. Parce qu'ils ont absolument conscience qu'ils en sont les premiers bénéficiaires. Parce que ça leur permet d'exprimer leur singularité, leur liberté, leur égalité. Et j'en vois des centaines. Et c'est dur pour eux. C'est beau, c'est dur. Parce que ça veut dire, pas forcément du courage, mais c'est quand même, ça veut dire une rupture en fait. Souvent, ça veut dire une rupture assez lourde avec leur communauté d'origine, parfois avec leur famille. C'est ça le prix de l'émancipation parfois. Et c'est ça aussi qui fait qu'on reste dans l'esclavage en fait. Est-ce que certains te parlent juste après ton intervention? C'est les rencontres les plus émouvantes à chaque fois. Et puis on se comprend en fait. Et puis en fait on vient un peu du même monde aussi, donc avec un parcours similaire. Donc oui, bien sûr, on en parle. Bien sûr, on en parle. Dans mon dernier livre, je parle d'une scène, alors là, qui vraiment m'a marqué. Et là, je m'en veux de ne pas avoir réussi à sortir quelques sons et à engager une discussion, mais j'avais peur, pour le coup, d'être déplacé. Et je parle d'un moment où je dédicace ma précédente plaidoirie, alors là, avec un titre clair, puisque c'est le droit d'emmerder Dieu. Et je vois se présenter devant moi une jeune fille voilée qui me demande une dédicace. Et du coup, alors là, je ne comprends pas. Et je voyais bien que j'avais envie de parler. Et elle avait envie de me parler. On n'a pas osé ni l'un ni l'autre, et puis il y avait une file de gens derrière, et on n'a pas osé engager ce dialogue-là. Mais du coup, je sais que c'est complexe. Je sais qu'y compris, on peut être laïque et voilé. Enfin, je pense vraiment. Sauf que le voile est un symbole qui est autonome, qui vit indépendamment de la motivation de celle qui le porte. Alors qu'on peut porter le voile pour plein de raisons. Parce qu'on veut être tranquille dans sa cité, parce qu'on est pieux, parce que c'est identitaire, parce que c'est politique, pour plein de raisons. On peut être laïque, on peut être tout ce qu'on veut. Et j'ai conscience de ça. Mais quelle que soit sa motivation, le voile a une existence autonome. Il veut dire l'invisibilisation de la femme. Il veut dire le pire du patriarcat. Il veut dire la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il veut dire la femme n'est qu'un objet de désir. Et je défie quiconque de sensé de me dire le contraire. Et qu'une certaine gauche puisse défendre ce modèle qui est le contraire de l'égalité et de l'émancipation féminine, ça me... à chaque fois, les chaussettes m'en tombent des chevilles. C'est une expression que j'ai volée à mon maître Georges Kejman. Une réaction, et puis ensuite je vous propose qu'on prenne une dernière question, peut-être deux. Et non, je voulais dire à Richard que la première affaire du voile a eu lieu dans une pièce de Molière. Molière a écrit Tartuffe. Et qu'est-ce que Tartuffe? C'est le faux dévot. Et le faux dévot rentre dans une famille bourgeoise, il s'approche de Dorine, qui est la servante de la maison, et il voit le haut de ses seins, parce qu'il est habillé ainsi, et il prend un mouchoir et il dit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées,
et cela fait venir de coupables pensées. À quoi Dorine porte pas le rôle de Molière répond magnifiquement, et c'est le génial Molière. Ah, je ne sais trop quelle chaleur vous monte, monsieur. Je vous verrai tout nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Je me permets de vous poser une question, maître. En écoutant votre plaidoirie qui est très dense, très documentée, je me demandais combien de temps vous aviez mis, où vous aviez puisé toutes les sources, toutes ces données qui sont données. Et quand vous dites que vous l'avez entendu là ce soir, vous dites qu'il y a des choses que vous auriez peut-être changées. Je me demandais quelles étaient les choses que... Voilà, merci. Non, c'était une coquetterie, en fait. Combien de temps? Ça, c'est une question d'avocat ou de jeune avocat ou d'élève avocat. Longtemps, mais enfin, c'est évidemment un dossier qui, pour moi, n'a rien d'un dossier comme un autre. Après, ça aurait été impossible si ça ne faisait pas 15 ans déjà que je tournais autour de ces questions, que j'y réfléchissais, que je glanais des informations, que j'avais autour de moi surtout un écosystème avec des islamologues, des théologiens, parce que par la force des choses, en fait, je parle beaucoup à des hommes de toutes les églises. Et donc j'avais ces gens autour de moi qui ont pu me nourrir, qui ont pu guider mes lectures, qui ont pu en réalité me faire gagner un temps considérable. Mais enfin, j'y ai quand même passé plusieurs mois. Merci. Une dernière question, peut-être. On ne voit pas très bien, on va dire. Merci à vous pour d'abord pour votre lecture et ensuite pour cette table ronde. Une question, il y a peu un tribunal administratif annulé a posteriori, concept original, la participation d'une unité de la gendarmerie à Sainte-Geneviève. Dans le même temps, nombre d'élus locaux, y compris à droite, faisaient le tour des mosquées, y compris une mosquée frériste, pour la fin du Ramadan. Comment expliquez-vous cette différence de traitement? S'y colle. Je ne peux pas expliquer, de toute façon, la République est constitutionnellement laïque depuis la Libération. C'est Étienne Fajon, député communiste, qui a proposé qu'on ajoute le mot laïque pour caractériser la République. La République est laïque, ça signifie que toutes les personnes qui représentent la puissance publique, que ce soit les élus, les fonctionnaires de la République, les enseignants et d'autres, doivent respecter la neutralité. Neuter, en latin, ça veut dire ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire on n'affiche ni une conviction spirituelle ni une autre. La neutralité, c'est le recto, l'universalité, c'est le verso. Parce que quand on respecte la neutralité, on respecte tout le monde. Quand on affiche une conviction particulière, on blesse nécessairement ceux qui ne l'ont pas. Donc effectivement, il devrait y avoir, et je dis bien il devrait y avoir dans la déontologie des élus, comme dans la déontologie des enseignants, comme dans la déontologie de tous ceux qui représentent la République, le respect de la neutralité qui est le meilleur moyen de respecter tout le monde, c'est-à-dire l'universalité. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, Caroline avait raison de dire que la laïcité assigne à des lieux précis et à des fonctions précises la neutralité vestimentaire. Dans la rue, on n'a pas à interdire un signe religieux, sauf peut-être le voile intégral pour des raisons de simple sécurité. Mais effectivement, la force de la laïcité, contrairement à ce que disait d'ailleurs François dans sa dernière déclaration sur la laïcité française, qui est une déclaration fausse de part en part, il sous-entendait que la France interdit les signes religieux partout, ce qui est archi faux. On interdit le signe religieux que lorsqu'il porte atteinte à des principes.
Et c'est très important de s'en tenir à cette délimitation rigoureuse des lieux de réglementation vestimentaire. Sinon, on fait des lois arbitraires. Et une loi arbitraire, c'est-à-dire sans fondement raisonnable, ne peut pas être respectée. Et c'est pour ça qu'effectivement, les élus devraient être aux premières loges du respect de la déontologie laïque, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple que vous citez. Mais si je peux vous apporter une légère contradiction néanmoins, vous citez un exemple là et un exemple là, sous-entendu, quand c'est le catholicisme, on fait attention à faire appliquer la laïcité, pas quand c'est l'islam, vous avez 1000 autres exemples dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez aussi beaucoup d'élus aujourd'hui qui s'autorisent des choses parce que c'est catholique et parce que c'est chrétien, qu'ils ne s'autoriseraient pas s'il s'agissait d'islam. On l'a dans tous les sens, ces exemples, et à mon avis, la frontière, elle n'est pas là, à la limite, elle n'est pas là à poser. Elle est vraiment respecter le fait que, c'est le texte de la loi de séparation, la République ne reconnaît aucun culte. Dans le mot reconnaître, il y a lui accorder une place particulière, le mettre sur un promontoire. Cette place particulière accordée à une religion, c'est une violation du principe d'égalité et du principe de laïcité. Quand des maires s'autorisent, j'adore les crèches, je suis du sud de la France, je suis provençale. J'ai un père qui collectionne tous les santons et je lui en achète tous les Noëls. Il a une des plus belles crèches du sud, je peux vous le dire, mais une crèche avec le petit Jésus n'a rien à faire dans une municipalité, dans une mairie qui est la maison commune de tous. On peut très bien, d'ailleurs, si on tient absolument à faire des crèches, on peut faire des crèches villageoises pour respecter la tradition provençale culturelle qui réunit, sans imposer une religion au-dessus des autres dans une municipalité. Or, il y a des élus qui aujourd'hui violent la laïcité, vraiment en connaissance de cause, pour mettre des crèches avec Jésus dans des mairies. Ils ne le feraient pas si demain il y avait un santon de Mahomet, je pense qu'ils verraient le problème. Donc il faut toujours se poser la question de la réciprocité, et après c'est très compliqué, je l'entends pour des élus. Moi je ne suis pas hostile à ce que des élus participent à des événements culturels, de communautés culturelles qui peuvent recouper des fois des communautés cultuelles, mais encore une fois, pas de porter des signes, pas de se signer soi-même, pas d'apposer des signes dans les maisons communes. Voilà, il faut le plus possible respecter cette neutralité, parce qu'encore une fois, c'est cette neutralité qui relie au lieu de nous diviser, et on ne peut pas dire qu'en ce moment, on n'ait pas beaucoup besoin de plutôt se relier. Donc vraiment, faire cet effort, même si ça enlève quelques clientèles, c'est rendre hommage, encore une fois, à sa fonction d'élu et à la République. Bravo. Richard Malka, le mot de la fin de la dernière question. Par qui aimeriez-vous le plus que votre traité sur l'intolérance soit lu aujourd'hui? À part les Pakistanais, vous voulez dire? Beyoncé. Et Stéphane Fast. Non, mais par les jeunes, bien sûr. Évidemment par les jeunes. Que ce soit cet ouvrage, le précédent, le dernier, j'essaie de plus en plus de m'adresser aux jeunes, parce qu'en fait, il y a une rupture générationnelle, clairement, sur tous ces sujets. Il y a encore une immense majorité, il y a peut-être une idéologie dominante, mais il y a quand même une idéologie qui parle très fort, qui crie très fort, qui fait beaucoup de bruit, mais elle n'est pas dominante. Elle n'est pas encore dominante, en tout cas. Et il y a un attachement viscéral dans ce pays, je le ressens tous les jours, à ceux dont nous parlons, à ces principes-là, viscéral, parce que ça nous constitue. C'est l'œuvre de la Révolution française, c'est l'œuvre des encyclopédistes, c'est Voltaire, c'est Rousseau dont tu parlais aussi, c'est tous ces philosophes. C'est ce qu'on a appris, ce sont nos valeurs républicaines. Donc, on n'est pas minoritaire, mais on fait beaucoup moins de bruit. Et il y a un problème de transmission qui est incontestable. Et donc, c'est à ces jeunes que je m'adresse.
service. Et si je pouvais, si j'étais sponsorisé grassement par la République française, eh ben je passerais ma vie à aller d'école en école avec mon bâton de pèlerin. Et on serait sauvés. Très belle histoire de cette jeune fille avec son voile qui vient vers toi pour te faciliter droit dans les Dieu. Et tu me dis, on n'a pas pu ni elle ni moi parler, mais je pense que tout était dit. En fait. Je pense que c'était déjà te dire énormément de choses. Et ton silence, je pense qu'elle a eu l'apprécier aussi. Ça sera mon prochain livre.